Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de GPTscript, un langage naturel qui permet d'interagir avec des LLM ou Large Language Model qui font l'objet de toutes les attentions depuis quelques temps maintenant. Alors tout d'abord pour resituer un peu la chose, on peut dire qu'un LLM c'est un réseau de neurones. Les réseaux de neurones ce sont des choses qui sont connues depuis longtemps, mais un LLM c'est un réseau de neurones avancé et qui est basé sur l'architecture qui s'appelle Transformers, et c'est cette architecture qui le rend très puissant. Alors on ne va pas parler de l'architecture en détail, mais je pense que c'est intéressant d'entendre ce terme de transformer et de savoir que les LLM sont basés là-dessus. Donc un LLM a été entraîné sur un énorme ensemble de données de différents types, texte, images, etc. Et c'est cet entraînement qui a affecté des coefficients à chacune des connexions entre les neurones. Donc pour les gros LLM, ce sont des milliards de coefficients qui sont utilisés. Cet entraînement lui a permis d'en prendre énormément de choses, et une fois qu'un modèle a été entraîné, on peut l'utiliser pour faire de l'inférence, c'est-à-dire qu'il va être capable de répondre à nos questions en se basant sur ce qu'il a déjà appris. Il y a énormément de modèles qui sont pré-entraînés et qu'on peut utiliser, voire parfois récupérer sur notre machine locale. Hugging Face propose tout un ensemble de modèles sur étagère, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur huggingface.co/modèle. Alors quand on a accès à un LLM entraîné, on peut l'utiliser pour faire de l'inférence, ça veut dire qu'on va lui demander de réaliser différents types d'actions, on peut lui demander de répondre à des questions, de générer du contenu, comme des images par exemple, on peut l'utiliser pour faire un chatbot, il y a d'ailleurs beaucoup de solutions de support utilisateur qui sont basées sur un chatbot utilisant un LLM, et il est aussi capable de faire de la traduction, d'analyser des données, et beaucoup d'autres choses, que ce soit des tâches linguistiques ou des tâches qui demandent de la créativité. Sur cette illustration, on peut voir certaines des capacités d'un LLM. Il peut générer une image à partir d'un texte. L'image générée ici, c'est un exemple de DALL-E de OpenAI. Il peut répondre à une question. Ici, on demande par exemple le nom du 10e président des États-Unis. Il pourrait aussi générer du code. On le voit ici avec un exemple de code Python. Alors attention, il faut quand même garder en tête que tous les modèles ne sont pas équivalents. Il y en a qui sont beaucoup plus puissants que d'autres. Il y en a qui sont généralistes, d'autres qui sont très performants, mais sur des tâches très spécifiques. Alors on a vu rapidement ce qu'est capable de faire un LLM, mais comment est-ce qu'on s'adresse à un modèle comme ça? Comment est-ce qu'on lui demande de faire quelque chose? Alors il y a eu beaucoup de buzz autour de ChatGPT, et effectivement aujourd'hui la façon la plus simple de s'adresser à un LLM, c'est en lui posant des questions à partir de ChatGPT. OpenAI, c'est l'entreprise qui a donc créé ChatGPT. Mais il y a aussi d'autres alternatives, d'autres solutions qu'on peut utiliser. Pour en nommer quelques-unes, il y a Le Chat de Mistral AI, une entreprise française qui est un sérieux concurrent à OpenAI. Il y a Gemini de Google, il y a Claude de Anthropic, il y en a d'autres aussi. Et si on va aller plus loin et automatiser des actions, on aura plutôt tendance à utiliser l'API qui est derrière chacune de ces solutions, et on peut généralement utiliser l'API web, ou bien on peut utiliser des librairies souvent disponibles dans des langages comme Python ou Node.js. On voit ici deux exemples d'interfaces web depuis lesquelles on peut poser des questions à un LLM. Donc sur la gauche, c'est l'interface web de ChatGPT, et sur la droite, c'est l'interface web de Mistral AI, de Le Chat de Mistral AI. Alors, un autre exemple d'interaction avec un LLM, cette fois-ci de façon programmatique, on peut par exemple utiliser l'API de OpenAI pour créer un assistant permettant d'intégrer diverses capacités à une application. On peut effectivement permettre à un assistant d'interpréter du code, de faire des recherches dans une base de connaissances, de faire des recherches sur Google et de faire des appels de fonctions aussi. Sur la droite, on a un exemple de Notebook Jupyter Lab qui permet de dialoguer avec l'API de OpenAI pour commencer un dialogue. Et d'ailleurs, Jupyter, c'est un environnement très pratique pour se familiariser et commencer à manipuler des LLM. Une chose très importante à prendre en compte, c'est que certains modèles, et c'est notamment le cas des modèles GPT 3.5, GPT-4 de OpenAI, ils sont capables de savoir quand il est nécessaire d'appeler des fonctions suite à la question d'une application cliente. Alors attention, ça ne veut pas dire que le modèle lui-même, ça ne veut pas dire que c'est lui qui appelle une fonction, mais dans sa réponse, la réponse qui va retourner au client, il va pouvoir lui dire qu'il est nécessaire d'appeler une certaine fonction avec certains paramètres. Il y a un exemple assez simple pour illustrer ça. Déjà, juste comprendre que quand on utilise un modèle, il a été entraîné au préalable avec énormément de données. Mais si on lui demande la température qu'il fait aujourd'hui à Paris, il ne pourra pas répondre, simplement parce qu'il ne sait pas. Mais si on lui fournit la fonction qui permet de savoir la température actuelle d'une ville, il sera capable, quand on lui demande quelle est la température à Paris,
de nous répondre en envoyant la fonction à appeler. D'accord? Donc dans cet exemple, le modèle répond en retournant le nom de la fonction, getCurrentWeather, et il nous donne aussi la location Paris et l'unité qu'il faut utiliser, le Celsius. Donc, tous les modèles ne sont pas capables de faire des appels de fonctions, et il est nécessaire de faire un entraînement supplémentaire parfois, c'est ce qu'on appelle un fine-tuning sur ces modèles, afin de leur ajouter cette fonctionnalité. Maintenant qu'on a parlé un peu des bases de l'interaction avec un LLM, on va parler d'un nouveau projet créé par Acorn Labs qui s'appelle GPTScript. Le but de GPTScript, c'est d'interagir avec un LLM en utilisant un langage naturel. Grâce à des tools, GPTScript va définir des fonctions que l'LLM peut utiliser dans ses réponses. Et quand GPTScript reçoit une réponse, et que celle-ci contient donc un appel de fonction, c'est lui qui va être capable d'exécuter la fonction en question. Alors il y a plusieurs tools ou fonctions de base, quelques-unes sont listées ici. syswrite qui permet d'écrire dans un fichier, le sysread qui permet de lire le contenu d'un fichier, syshttpget pour télécharger le contenu d'une URL, on a le sysexec qui va permettre d'exécuter une commande et qui va récupérer la sortie, on a le syshttp HTML tout texte qui permet de télécharger le contenu d'une URL et qui va convertir le HTML en texte, on a le syshttp-post qui renvoie une HTTP-post, et on a le sysdownload par exemple qui va permettre de télécharger une URL et qui va enregistrer le contenu dans un fichier. Mais il y a également d'autres tools de base, et vous pourrez obtenir dans la documentation de GPTScript l'ensemble de ces tools de base. Alors, on a ici un exemple très intéressant de l'utilisation de GPTScript. Vous pouvez le retrouver et le tester en allant sur la documentation officielle du projet. On a le fichier exemple.gpt, parce que GPTScript il attend un fichier avec l'extension .gpt, et ce fichier liste les tools qui sont disponibles pour le modèle, ainsi que les actions qu'il va devoir faire. Il y a 3 tools ici, qui sont des tools de base, sysdownload, sysexec et sysremove. Il y a aussi la description, dans un langage naturel, des actions à effectuer. Dans les grandes lignes, on demande donc de télécharger un fichier zip qui contient une base SQLite, de dézipper le fichier et d'inspecter la base de données, de donner le résultat d'une requête lancée sur cette base, et de supprimer les fichiers qui ont été créés pendant le process. Donc si on lance GPTScript avec ce fichier exemple.gpt, il va envoyer les différentes actions au LLM, et à chaque fois, il va récupérer la réponse du LLM qui contient éventuellement des fonctions à appeler. Le résultat final qu'on obtiendra, c'est le nom de l'artiste qui a le plus d'albums dans la base. Ici, c'est Iron Maiden avec 21 albums par exemple. Mais si on regarde les étapes intermédiaires, on peut voir les réponses du LLM et dans celles-ci, les commandes à exécuter. GPTScript sera donc en charge de lancer ces commandes. Et si on regarde le premier encadré en rouge, on voit que la réponse du LLM indique qu'il faut appeler le tool sysdownload et lui passer l'URL qui correspond à l'emplacement du fichier en question. On voit donc ici l'interaction entre GPTScript et le LLM. À chaque fois que le modèle considère qu'il faut appeler une fonction, il donne le nom de la fonction ainsi que les paramètres dans la réponse qu'il renvoie à GPTScript. Et GPTScript sera donc en charge d'appeler les fonctions en question. On peut voir ici un autre exemple. Donc celui-ci il est utilisé pour faire une analyse de sentiments à partir d'une chaîne de caractères. Ça permet notamment de dire si une expression est positive, neutre ou négative. On définit ici simplement un argument, donc la propriété args qui est utilisée. Cet argument il s'appelle content, c'est la chaîne de caractères qu'on souhaite analyser. On a ensuite les instructions qui demandent au modèle de déterminer le sentiment à partir du contenu de l'argument content. Et contrairement à l'exemple précédent, ce script il n'a pas une définition de tools, parce qu'il va se baser sur la capacité du modèle à analyser un sentiment. Donc le modèle ne va pas renvoyer de fonctions à appeler, il n'a pas besoin du coup d'avoir de tools. On peut donc facilement tester ce script, il suffit de l'appeler à partir de GPTScript et de passer la valeur de content en ligne de commande. 2 exemples ici. Dans le premier, on donne un contenu positif, dans le second, un contenu négatif. Et on voit que pour les 2 exemples, le résultat correspond bien au sentiment, tel qu'il est exprimé dans l'argument content, positif pour le premier, négatif pour le second. Et en passage, on peut voir ici qu'on peut appeler un script qui est défini dans un fichier local, ou bien on peut aussi référencer ce même script qui est éventuellement derrière une URL. Il y a beaucoup d'autres exemples qui sont disponibles, vous pouvez les retrouver dans le repository GitHub de GPTScript, notamment un qui permet de dialoguer avec un LLM pour obtenir une planification de vacances. Alors n'hésitez pas à jeter un œil à cet exemple,
je vous ai mis le lien ici, voir à le lancer et regarder comment il se comporte. Hein. C'est notamment très intéressant parce qu'il y a plusieurs tools qui sont définis. Ces différents tools ils forment une hiérarchie hein, qui montre notamment qu'un tool peut en utiliser un ou plusieurs autres. Je vous laisserai regarder ça et tester cet exemple vous-même. On a vu qu'un tool c'est donc quelque chose qui se rapproche de la définition d'une fonction. Les tools sont fournis au modèle en même temps que les instructions, c'est-à-dire que les actions qu'on lui demande de faire. Et en ayant connaissance de ces tools, le modèle va donc dans sa réponse indiquer le tool à appeler. Donc pour définir un tool, c'est très simple, en fait on va lui donner un nom. On va donner le modèle que le tool va utiliser, parce que bon, par défaut c'est GPT-4 Turbo Preview, mais en fonction de ce qu'on doit réaliser, le tool pourrait utiliser un autre modèle plus approprié. On définit aussi des tools que le tool en question peut utiliser. Dans la description, on précise le but de ce tool, et on peut ensuite définir plusieurs arguments hein, avec la propriété args. Ensuite, on spécifie les instructions que ce tool doit effectuer, et pour référencer les arguments, dans ces instructions, on utilise un $ avec des accolades, comme on peut le voir ici. Il faut noter que dans un script .gpt, on peut définir les instructions qu'on veut effectuer, et dans le même fichier, hein, on peut aussi définir les tools qui seront utilisés. On voit ici que les instructions ou l'instruction qui est définie, c'est vraiment simplement du langage naturel, mais pour des tools plus compliqués, on peut faire apparaître ici des scripts, hein, du bash, du python, et utiliser du coup ces scripts dans la définition du tool. On a ici la définition d'un tool qui est utilisé dans l'exemple du Travel Agent que j'ai évoqué il y a quelques instants. On a le nom du tool, Search, la description qui indique que ce tool est en charge de faire des recherches sur Internet, un argument qui permet de spécifier une query pour la recherche, et on a également la liste des tools qui peuvent être utilisés. Ici, il y a un seul élément dans cette liste, hein, c'est le 6.http.html2text, qui permet de récupérer une page HTML sous un format texte. On a ensuite les instructions qui indiquent à ce tool ce qu'il doit faire. Donc dans les grandes lignes, il doit faire une recherche sur Google en utilisant la query qui est donnée, et ensuite il doit faire une réponse en utilisant les 3 premiers résultats de la recherche. Ce qu'on voit ici, c'est que ce tool, c'est quelque chose d'assez générique en fait, et qu'il pourrait même être utilisé dans différents contextes, et pas seulement dans le contexte de l'exemple du Travel Agent. C'est ce qui nous amène à GPTscript Toolbox, qui est disponible sur tools.gptscript.ai, et qui donne accès à tout un ensemble de tools que vous pouvez directement utiliser dans vos applications GPTscript. Alors n'hésitez pas à naviguer dans cette liste de tools, et pourquoi pas créer une application GPTscript en utilisant certains tools de cette liste. Je suis ici sur le répertoire d'exemples de GPTscript, dans le GitHub de GPTscript, donc il y a pas mal d'exemples qui sont disponibles. On va en regarder un en particulier ici, c'est le sentiment, analyse de sentiment. Et on va voir ici qu'en fait, il y a un tweet.gpt. D'accord, donc l'idée en fait c'est d'analyser le sentiment qu'il y a dans un tweet. Si je regarde ce qu'il y a à l'intérieur, j'ai en fait ici la définition de ce que je veux demander au modèle de faire, avec les outils que je vais pouvoir lui donner pour qu'il puisse faire ce qu'il doit faire. La description, donc récupérer le sentiment qui est exprimé dans un tweet, et ça va être le but de la chose. Et dans l'argument, je vais donner l'URL d'un tweet. Et ensuite, je vais lui dire simplement les instructions. Tu vas faire ça dans l'ordre, c'est-à-dire que tu vas récupérer le texte qu'il y a dans un tweet que tu vas trouver à cette URL. Tu vas sauvegarder le texte dans content.txt, et après tu vas analyser le sentiment qui est exprimé dans ce texte. Et pour ça, vous voyez que j'ai défini en fait différents outils. Le syswrite, ça va permettre en fait au modèle de savoir qu'il faut écrire quelque chose dans un fichier, donc notamment c'est ce qu'il va avoir besoin de faire avec content.txt, il va avoir besoin d'écrire le contenu du tweet que je vais lui donner. Ensuite, il y a deux autres tools que je vais lui demander d'utiliser, c'est le getTweetText pour récupérer le texte d'un tweet, et après analyse de sentiment, donc avec le tool sentiment. Et on voit que ces touches en fait ils sont définis juste au-dessous. On a ici, après les instructions, donc le séparateur qui va bien, et avec sous ce séparateur, on voit le nom du tool getTweetText, la description, il est en charge de récupérer le texte depuis un tweet, et dans les arguments, on va juste lui préciser une URL, et on voit ici qu'en fait ce tool va aller appeler un script Python, main.py ici, auquel on va simplement donner l'URL en question. Et c'est ce script Python qui va être en charge en fait de récupérer le texte du tweet. Il va utiliser différentes choses pour ça. Le main.py, en fait, si on regarde, il est au même niveau. Il est là, c'est main.py. Si je regarde ce qu'il y a à l'intérieur,
On voit voilà, qu'il fait des choses un petit peu plus compliquées avec du Selenium ici simplement pour aller ouvrir un navigateur en headless, récupérer le tweet qu'on va lui donner en URL et nous donner le texte qui correspond à ce tweet. On ne va pas aller en détail là-dedans, mais c'est simplement pour vous montrer que on peut définir un tools et finalement ce tools, c'est l'appel à un script Python. Donc si je retourne dans mon tweet.gpt, on voit qu'après j'ai la définition d'un autre tool, après un autre séparateur, donc c'est le tool sentiment, et lui va être simplement en charge de récupérer le sentiment qui est exprimé dans une chaîne de caractères, vous voyez ici, c'est le args content anyString, donc là il attend une chaîne de caractères, et on va simplement lui dire, tu vas nous exprimer le sentiment que tu perçois dans la chaîne de caractères qui s'appelle content. Donc ici on a donc un script tweet.gpt, on exprime ce qu'on veut, c'est-à-dire récupérer le sentiment d'un tweet, et on donne les différents tools pour faire ces différentes actions. Donc là, ce que je vais faire, c'est lancer GPT-Script sur le tweet.gpt. Je vais lui donner l'URL d'un tweet. Alors, au passage, ce tweet, c'est celui-ci. C'est un tweet qui a été fait par Darren Shepherd. My goal is to create chaos, etc. Quelque chose de pas forcément positif ni négatif, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Et là, ici, on voit qu'en fait, lorsqu'on envoie cette commande, c'est allé assez vite, il y a une interaction entre GPT-Script et le modèle. Et on voit à un moment donné que le modèle, dans sa réponse, en fait, a demandé à ce que les différents tools, syswrite, getText, tweetText, sentiment, donc ces différents outils, il a demandé à ce qu'ils soient appelés. En fait, ce qui se passe, c'est vraiment que GPT-Script va, à travers les instructions qu'on lui donne, va envoyer ces instructions au modèle, et le modèle va répondre en demandant à GPT-Script de lancer telle ou telle fonction. Voilà, c'est vraiment une interaction entre GPT-Script et le modèle. Et à la fin, on nous dit effectivement que le sentiment est ce qui se traduirait par expigle. Donc voilà ici un simple exemple que vous pouvez retrouver dans le GitHub de GPT-Script. GPT-Script, c'est un projet qui a été mis en open source début 2024 et c'est très intéressant de voir qu'en une semaine, il y avait déjà 1000 stars sur GitHub, ce qui est un bon indicateur de son adoption et de son utilité. Et au début, GPT-Script, ça permettait seulement d'interagir avec des modèles OpenAI, mais maintenant, il est capable d'utiliser d'autres modèles propriétaires et aussi open source, ce qui permet de choisir pour chaque tool le modèle le plus approprié. Et sur tools.gptscript.ai, vous avez donc un nombre grandissant de tools réutilisables. Une nouvelle fonctionnalité aussi permet de définir des tools très simplement en utilisant une spécification OpenAI, et je ferai une vidéo sur le sujet prochainement. Si vous voulez tester GPT-Script, vous pouvez vous rendre sur gptscript.ai, vous trouvez beaucoup d'exemples et les instructions pour les lancer. Et si vous voulez suivre l'évolution du projet, je vous conseille aussi de regarder les community calls, c'est des présentations en ligne qui sont faites régulièrement, et dans lesquelles vous verrez Darren Shepherd, le créateur du projet, qui parlera des différentes évolutions de GPT-Script.